Parce que la crise actuelle comporte sa part de défis, mais aussi d'opportunités. Parce que les règles du jeu du commerce extérieur sont appelées à se transformer. Parce que les exportations québécoises représentent près de la moitié de notre PIB et parce que les entreprises d'ici doivent faire preuve d'agilité et de résilience pour assurer la relance et repenser l'après. La Fédération des chambres de commerce du Québec et BMO présente la nouvelle série de rencontres virtuelles 360 Corex. Invités réputés, thématiques d'actualité et solutions concrètes pour aborder cette nouvelle réalité. Une réflexion à 360 degrés pour faire le tour de la question. Les rencontres virtuelles 360 Corex, ensemble pour propulser la relance. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle 360 Corex. Donc, vous connaissez le concept depuis déjà quelques mois. Depuis le début de la pandémie, en fait, on a virtualisé les activités de Corex, donc de sorte à continuer de faire la promotion des exportations aux États-Unis et maintenant ailleurs dans le monde aussi. On couvre plus large maintenant que les États-Unis, comme vous le savez. Alors, je me présente, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération. Je suis entouré de plusieurs amis de la Fédération qui collaborent avec nous depuis déjà quelques années. Et évidemment, je suis aussi accompagné de Claude Gagnon, président BMO Groupe Financier Québec, qui est le fier partenaire depuis déjà plusieurs années de Corex. Alors, merci Claude d'être avec nous. Alors aujourd'hui, écoutez, je pense que cet automne au Québec et au Canada, on aura un automne chargé, mais je pense que c'est bien peu par rapport à ce qui se passera aux États-Unis. Alors évidemment, avec le scrutin présidentiel du 3 novembre prochain, donc on aura l'occasion d'en discuter amplement dans la prochaine heure et quart avec nos invités. Mais je peux déjà vous dire que si vous êtes un fan de politique, d'économie, de diplomatie économique, vous ne pouvez pas être un meilleur endroit ce midi. Alors, je pense qu'on aura beaucoup de plaisir avec nos invités à discuter de plusieurs enjeux en ce moment qui font la une, autant au niveau politique qu'économique, avec nos voisins. Je veux prendre le temps de remercier les chambres de commerce un peu partout au Québec, hein, qui est la force de la Fédération, qui nous ont permis de se rassembler ce midi. Alors, je les remercie pour leur aide au recrutement des participants. Il y en a plusieurs, je prends le temps de les nommer. Je pense que ça illustre bien aussi la diversité des participants qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, merci à l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, de Lanaudière, la Chambre de commerce de Baie-des-Chaleurs, de Gatineau, de la MRC de Rivière-du-Loup, Saint-Georges-de-Beauce, Bois-Franc-Érable, Drummond, la Rive-Sud de Montréal, Québec, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Jérôme métropolitain, du Haut-Richelieu, de la Vallée du Richelieu, de Sherbrooke, Kamouraska-Lillet et, non le moindre, le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je remercie aussi Commerce international Québec qui nous donne un bon coup de main depuis déjà plusieurs rencontres comme ça pour le recrutement. Alors aujourd'hui, je vous présente nos invités. Si vous avez déjà participé à certains événements Corex en live, vous les reconnaissez, ou si vous êtes abonné à la télévision, vous les reconnaissez aussi. Donc, je salue Raphaël Jacob, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand et aussi chroniqueur maintenant au 98.5. M. Richard Ouellet, qui est professeur titulaire de droit international économique à la Faculté de droit de l'Université Laval. Et notre animateur, un grand ami aussi de la Fédération, René Vézina, donc chroniqueur à Radio-Canada, entre autres. Et on a aussi le plaisir de le lire dans Le Devoir. Alors, le concept de la journée, de la conférence, pardon, donc je vais céder la parole à René pour les présentations. On aura aussi deux présentations sous forme PowerPoint de Raphaël et Richard qui nous ont déjà permis de vous les faire parvenir. Alors, on aura l'occasion de vous les envoyer en fin de rencontre. Par la suite, on aura un échange entre René, Richard et Raphaël et je reviendrai pour animer la période de discussion. Donc, je vous invite déjà, si vous n'avez pas perdu la main avec Zoom, là, à lever la main virtuellement ou à nous écrire vos questions dans la section conversation ou Q&R. Et ça me fera plaisir de vous donner la parole et de vous permettre aussi d'activer vos caméras si possible pour que ce soit le plus interactif possible. Alors, René, je te cède la parole et je vous remercie à tous d'être présents. Merci, Charles. Merci. Bonjour à tous. Vous êtes effectivement nombreux, plus de 200 au dernier relevé qui participaient à cette rencontre virtuelle. Et ça dans un contexte évidemment très particulier de la pandémie qui n'a pas paralysé les échanges, mais qui les a sûrement influencés. D'ailleurs, la pandémie a eu toutes sortes d'influences, même sur votre animateur. Vous allez voir la photo et la version live est tout à fait la même. On économise ce qu'on peut. Moi, c'était sur les lames de rasoir. Ceci dit, comprenez qu'on est vraiment dans un contexte
hors de l'ordinaire. Là. Il y a sûrement de nouveaux défis, des occasions à saisir, mais ça dans le fait où on est à l'aube des élections présidentielles américaines. Et c'est peut-être pas tant la maladie que la politique qui influence actuellement les échanges. Des échanges, encore là, dans un environnement qui est très changeant, avec des bouleversements souvent imprévus, des nouvelles qui des fois sont agréables, d'autres qui nous prennent de court. Et pour essayer de s'y retrouver dans ce contexte, parce que Charles venait de le dire, là, les exportations du Québec, c'est une part essentielle de notre économie. Alors, on a la chance vraiment de retrouver de façon virtuelle vraiment deux experts réputés en la matière. Et ce n'est pas la première fois. On a suivi tout au long de la renégociation de l'accord de libre-échange justement ces soubresauts. Et là, on pourra faire le point avec Richard Ouellette, donc professeur titulaire de droit international économique à la faculté de droit de l'Université Laval. Mais d'abord, Raphaël Jacob, chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'École des sciences de la gestion, CAM, et qui est chroniqueur au 98.5 FM. Raphaël, toi, la chance de partir le bal. Parfait. Bonjour. Merci, René. Merci de la présentation. Je vais partager mon écran à l'instant même pour que tous et toutes puissent avoir accès au PowerPoint. OK. Donc, est-ce que tout le monde voit bien le document PowerPoint? Oui? Parfait. Donc, un petit peu comme ce qui vient d'être mentionné, ça faisait plusieurs mois, en fait, je crois pas loin de 2 ans qu'on faisait des événements, évidemment, en présentiel pour reprendre l'expression qui est nouvellement populaire, sur la renégociation de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. C'est sûr que là, dans le contexte actuel, non seulement le contexte post-entente, post-ratification, en fait, entrée en vigueur de l'accord, mais surtout dans le contexte électoral qu'on a présentement, j'ai mis à jour un petit peu ce dont on va parler ensemble pour les 7, 8, 9 prochaines minutes. Donc, d'abord et avant tout, là, c'est intéressant qu'on se parle aujourd'hui, 25 août, parce qu'on est en plein cœur de la Convention républicaine. Évidemment, on a vu la Convention démocrate la semaine dernière. Là, on a la Convention républicaine qui s'étire jusqu'à jeudi. Après coup, formellement, en fait, c'était officieux, mais ça va être officiel qu'on aura une course Biden-Trump et on va l'avoir donc jusqu'au 3 novembre. Je vous dirais que les conventions sont historiquement le moment le plus charnière pour ce qui est d'avoir un impact durable sur les intentions de vote. Et ça, c'est important dans un contexte où, et c'est la première chose que je veux qu'on voit ensemble, dans un contexte où la course est en fait très stable, excessivement stable depuis son tout début. Vous allez voir ici, c'est une agrégation des intentions de vote en remontant jusqu'à octobre 2019. Donc, on s'entend que c'est bien avant la crise de la COVID-19, 6 mois en fait avant la crise de la COVID-19. En fait, c'est bien avant même que Joe Biden ait émergé comme le candidat du Parti démocrate, bien avant le début formel des primaires. Mais quand on testait un duel hypothétique entre Trump et Biden, on avait déjà là une avance qui était immanquable pour M. Biden et c'est une avance qu'il n'a jamais perdue. Évidemment, ça a fluctué un petit peu, mais c'est extrêmement mineur comme fluctuation. Et avant d'aller plus loin, presque invariablement, lorsqu'on parle du retard qu'accuse présentement le président Trump, ce qu'on se fait, moi le premier, très souvent rétorquer presque ad nauseam, c'est on a déjà vu ce film-là, on sait comment ça finit. En 2016 aussi, Trump tirait de l'arrière, tout le monde le croyait perdant et évidemment, on sait qu'il a gagné au final. Ça, c'est vrai sans l'être, dans la mesure où ce n'est pas vraiment comme 2016. Ici, on voit justement dans la ligne de temps, sur à peu près 1 an de campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump, les intentions de vote. Et comme vous pouvez le voir, ça fluctue beaucoup plus. Il y a plusieurs moments dans la course où Trump et Clinton étaient soit au coude à coude ou même des moments où Trump était légèrement en avance. On n'a tout simplement pas eu ça cette année. Pourquoi? D'abord et avant tout parce que, contrairement à 2016, en 2020, on a affaire à un scrutin dans lequel on a un président sortant qui brigue un deuxième mandat. C'est une campagne de réélection. Il y a 4 ans, on appelait ça une campagne avec un siège ouvert. Le siège de la présidence était ouvert parce que le président sortant, qui était évidemment M. Obama, ne pouvait pas se représenter pour un 3e mandat. Et donc, on avait vraiment affaire, il y a 4 ans, en un choix entre 2 candidats. Et
on ne le dira jamais trop, et personnellement, je le dis avec aucune méchanceté, mais le plus grand atout qu'avait Donald Trump il y a 4 ans, dans ce choix-là qui s'offrait aux électeurs américains, c'est que devant lui ou à côté de lui était Hillary Clinton. C'était vous avez des politiciens américains qui avaient dit à l'époque, à la demi-blague, que Hillary Clinton était la seule démocrate qui pouvait espérer perdre contre Donald Trump, et Donald Trump était le seul républicain qui pouvait espérer perdre contre Hillary Clinton. On avait les deux candidats les plus impopulaires de l'histoire des sondages modernes aux États-Unis, un face à l'autre. Et donc, jusqu'à un certain point, Donald Trump a gagné, entre guillemets, un concours d'impopularité, ou est sorti gagnant d'un concours d'impopularité il y a 4 ans. Cette année, c'est complètement différent parce que ce qu'on a foncièrement, c'est un référendum. Cette semaine, les républicains vont être tentés, et ont déjà commencé à le faire, en fait, à parler beaucoup de Joe Biden, essayer de discréditer Joe Biden. Ils ont beau essayer, la réalité, c'est que le facteur de choix numéro 1, et c'est clair, les données sont extrêmement probantes là-dessus depuis le tout début, le facteur numéro 1, c'est Donald Trump, et plus spécifiquement, la gestion qu'a fait Donald Trump du pays. Et là-dessus, le verdict semble être, pour l'instant, assez clair. Je dis pour l'instant, mais encore là, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. L'opinion publique est très, très largement cristallisée. Lorsque vous regardez le taux d'approbation du président, c'est à peine s'il a assez. Quand vous regardez, en fait, à gauche, l'axe des Grecs, écoutez, vous avez un taux d'approbation qui, en remontant presque 1 an en arrière, n'a jamais vraiment descendu sous la barre des 41 n'a jamais vraiment dépassé la barre des 47 Donc, très, très, très stable. Et depuis le début de la pandémie, ou à peu près, c'est coincé légèrement sous la barre des 45 Ça, historiquement, je vous dirais que c'est une quasi, pas de garantie, mais une quasi-garantie si le scrutin avait lieu aujourd'hui, que le président sortant perdrait. Pourquoi? Parce que, historiquement, le taux d'approbation du président sortant est très fortement corrélé avec le score qu'il obtient le jour du vote. Et faites l'exercice présentement. Vous regardez le taux d'approbation de Donald Trump autour de 43 Vous regardez, lorsqu'on pose la question à savoir qui voudriez-vous comme président entre Joe Biden et Donald Trump, Trump va chercher à peu près 43-44 du vote en moyenne. Donc, un est très, très proche de l'autre. Et donc, tant que le président ne parviendra pas à rehausser l'opinion qu'ont les électeurs américains de sa gestion du pays, surtout de sa gestion d'un pays qui est en crise, et je dis crise là, au pluriel, ça va être excessivement difficile. Pas nécessairement impossible, mais excessivement difficile pour lui de remonter la côte. Donc ça, c'est, je pense, qu'il doit être dit pour l'état de la course actuelle. Et ici, là, je vous les mets un à côté de l'autre. On peut vraiment le voir. Quand on dit une image vaut 1000 mots, c'en est, je crois, un sacré bel exemple. Et donc, au lendemain des conventions, on va vraiment entrer dans le dernier droit. Et ça peut avoir l'air fou de dire que 2 mois et demi de campagne, c'est le dernier droit. Ici, ça serait l'équivalent, en fait, du double d'une campagne électorale. Mais aux États-Unis, c'est vraiment ça. Et historiquement, il y a des politologues américains qui l'ont démontré. Lorsqu'on est rendu au lendemain des conventions, bien, le candidat qui est en avance, tout au moins au niveau du vote populaire, et je comprends que le vote populaire n'est pas toujours garant du gagnant au collège électoral, mais ça donne quand même un assez bon indicateur. Donc, la personne qui mène au lendemain des conventions au niveau du vote populaire a toujours fini par gagner le vote populaire rendu au mois de novembre. Donc, c'est très difficile, une fois les conventions passées, de jouer vraiment de façon appréciable sur l'opinion publique. Oui, il va y avoir des débats. Il va y avoir 3 débats entre la fin septembre et la mi-octobre entre M. Biden et Trump. Et oui, il peut y avoir des chocs exogènes là, qui arrivent, qui viennent perturber la course. On en avait eu en 2016. Je pense qu'à peu près tout le monde se rappelle tristement de la fameuse vidéo Access Hollywood qui était tombée à 1 mois du vote. À peu près à 10 jours du vote, on avait eu l'énorme révélation comme quoi Hillary Clinton était à nouveau sous enquête par le FBI. Donc, ce genre de choses-là peut survenir à la toute fin, mais ça ne risque pas d'avoir un impact gigantesque sur la course parce qu'encore une fois, l'opinion des gens va être très largement cristallisée. Donc, une fois que ça s'est dit, ça, c'était pour donc l'état de la course actuelle. Qu'est-ce qu'il en est des impacts potentiels pour ce qui est de l'éventuelle victoire d'un candidat ou de l'autre? D'un point de vue commercial, touchant évidemment directement le Canada. Bien, advenant une victoire du président Trump, parce que la toute première chose qui va venir sur les lèvres de bien des gens, c'est la question des fameux tarifs douaniers. Il y a la question de l'aluminium, je pense que Richard va en parler davantage tantôt.
je vous dirais qu'on baignerait vraiment dans une mer d'incertitudes par rapport à la durée de ces tarifs-là parce que c'est assez difficile de se les expliquer en premier lieu. Lorsque on faisait justement il y a un an et demi, des présentations ensemble sur l'imposition de tarifs sur l'acier et l'aluminium, parce qu'à ce moment-là, il y avait l'acier, bien, on voyait ça assez clairement comme une tactique de négociation, ce qu'on appelle du hardball là, en anglais. Essayer de ne pas intimider, mais avoir un effet de levier avec le Canada et le Mexique, parce qu'à ce moment-là, on imposait aussi du côté de l'administration américaine des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium mexicain. Et donc, on voulait essayer d'obtenir les plus importantes concessions, le meilleur deal en bon français de la part du Canada et du Mexique. Et donc, on leur rationnait de la pression via l'imposition de tarifs. Là, évidemment, le contexte est complètement différent. L'entente, elle est survenue, elle a été signée, elle a été ratifiée, elle est entrée en vigueur. Et malgré ça, on impose de nouveaux tarifs sur l'aluminium. Et en même temps, on épargne pour l'instant l'acier. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec ça si le président est réélu? La réponse sincère, c'est qu'on l'ignore. Ça, c'est donc une première avenue de grande incertitude. Autre avenue d'incertitude au niveau des échanges commerciaux, c'est plusieurs autres secteurs qui n'ont pas été pour l'instant nécessairement frappés par des tarifs ou par des mesures punitives américaines, mais qui pourraient l'être. Et ça, personnellement, je suis un petit peu estomaqué de voir que les médias québécois et canadiens n'en parlent pas davantage. Mais toute la question des pêches, notamment. Donald Trump est revenu à plusieurs reprises sur la question du homard canadien. Les exportations, les relations, je devrais dire, commerciales entre le Canada et l'Europe, d'un côté, entre les États-Unis et l'Europe, qui sont, selon lui, au grand détriment des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est assez spécial parce que littéralement quelques minutes avant qu'on commence notre rencontre aujourd'hui, le président a tweeté spécifiquement sur la question du homard canadien. On a parlé aussi beaucoup pendant la renégociation de l'ALENA, de la question des produits laitiers. Oui, il y a eu une forme de compromis à laquelle on est arrivé, mais il ne faut pas se leurrer. Donald Trump continue à taper sur ce clou-là depuis les derniers mois, même après la ratification de l'entente. Donc, ce sont des secteurs qui pourraient potentiellement être touchés lors d'un deuxième mandat Trump. C'est quelque chose, je crois, à garder en tête. Et de façon plus indirecte, mais non pas moins importante, il y a la question des relations, évidemment, américano-chinoises, dans la mesure où, évidemment, tout cet énorme conflit commercial-là entre les deux plus grosses économies de la planète a un impact sur à peu près tout le reste de la planète, incluant le Canada. Parlant de tweets très récents du président, eh bien, on a appris dans les dernières heures là, que la Chine et les États-Unis semblaient toujours vouloir aller de l'avant pour ce qui était de la phase 1 là, de leur simili, en guillemets, entente pour essayer de mettre fin au moins à partie à leur conflit commercial. Mais encore une fois, quelle forme est-ce que ça prendrait dans un deuxième mandat de Trump avec 4 autres années à la Maison-Blanche? Beaucoup d'incertitudes, surtout évidemment dans le contexte de la pandémie où il y a un incitatif, je pense, qui est vu assez clairement par le président et son équipe pour ce qui est de continuer à taper sur le clou chinois. Donc, énormément, je crois, d'imprévisibilité si on avait une victoire du président. Advenant, à l'inverse, une victoire du camp démocrate, du camp de Joe Biden, et je vais finir, je vais laisser la parole à Richard après ça. La première question très, très fondamentale qui se poserait, c'est en fait, où loge son parti? Parce que historiquement, on le sait, le Parti démocrate a tendu à être plus protectionniste que le Parti républicain. On sait que lorsqu'il y avait notamment des voix qui s'étaient élevées contre l'ALENA au début des années 90, pas en totalité, mais en énorme partie, ça venait du camp démocrate. On sait en même temps que dans les dernières années, le Parti démocrate est devenu peut-être plus cosmopolite, a délaissé un petit peu sa base ouvrière et en voyant le ton très protectionniste justement qui a été pris par l'administration républicaine de Donald Trump, a un petit peu modulé son discours et a différentes ailes qui ont différentes visions par rapport au commerce international. Donc, on a un type comme M. Biden qui a toujours été assez clairement en faveur de la mondialisation, du libre-échange, mais on a d'autres voix qui sont de plus en plus influentes au sein de son parti qui, elles, sont beaucoup plus protectionnistes. Donc, c'est un parti qui est un petit peu difficile à suivre présentement pour ce qui est de l'approche à prendre par rapport au commerce international. Ce qu'on ignore également, surtout dans la foulée de la crise économique, c'est s'il ne pourrait pas y avoir une tentative d'insérer dans un éventuel plan de relance économique des clauses ou une clause Buy American. Je le mentionne surtout dans un contexte où on l'oublie peut-être, mais il y a de cela à peu près 12 ans, quand M. Biden était devenu
vice-président et que Barack Obama, évidemment, et lui, est arrivé à la Maison-Blanche, dans la foulée de la dernière crise économique qu'on avait eue, on avait passé un large plan de relance économique qui avait des clauses spécifiquement comme ça, Buy American. Autre chose qui est très incertain, l'avenir du PTP. Donc, et plutôt, plus spécifiquement, l'avenir des États-Unis dans un possible PTP. Avec Donald Trump, c'est assez clair, on s'est retiré, on n'y retournera pas. Est-ce que M. Biden pourrait être tenté de ressusciter la participation américaine à l'accord? Question ouverte et question également ouverte par rapport aux relations avec la Chine. M. Biden s'est montré beaucoup plus, je crois, conciliant face à Pékin ou à Beijing, dépendant de votre préférence. Mais il reste que, encore une fois, il y a un incitatif politique assez évident présentement aux États-Unis pour ne pas être vu comme étant trop doux, trop mou face au régime chinois. Donc, ça aussi, grosse question. Une chose avec laquelle je vais vous laisser, c'est que quiconque va l'emporter, oui, il va y avoir un certain degré d'incertitude qui va planer pour ce qui est des relations commerciales, mais il va y au moins avoir un enjeu sur lequel il ne devrait pas y avoir d'incertitude à court, moyen, peut-être même long terme, et c'est justement l'accord de libre-échange Canada, le nouvel accord Canada-États-Unis, Mexique. Je vous laisse avec des données qui ont peut-être l'air un petit peu compliquées, mais qui sont en fait très simples, qui indiquent une chose, c'est-à-dire que le consensus politique aux États-Unis pour l'accord est excessivement solide. C'est ce qu'on appelle bipartisan. Les deux parties très largement sont rangées derrière l'accord, à la fois la communauté des affaires et ce qu'on pourrait appeler le monde syndical aux États-Unis également. Ça serait très, très, très surprenant de voir quiconque dans une position d'autorité vraiment vouloir renégocier ça, rouvrir ça encore une fois, dans le court, moyen, peut-être même long terme. L'ALENA, et je conclue là-dessus, a quand même été avec nous pendant 25 ans et n'a jamais joui d'autant d'appui que jouit présentement ce nouvel accord-là. Donc, en ce qui me concerne, si vous cherchez au moins une avenue de certitude, ça, c'en est une très, très grosse pour ce qui est des relations entre les deux pays. Donc, là-dessus, je laisse la parole à René et à Richard. Merci Raphaël. Bien, Richard, sur cette lancée, sur ce grand portrait politique, et c'est vrai qu'on est à peine 2 mois, là, ça s'en vient, même si on a l'impression que ça dure depuis un siècle, on arrive en dernier droit. Ça va être maintenant à toi de continuer avec ces occasions d'affaires à saisir, des nouveaux défis, mais surtout le portrait global de ce dans quoi on évolue actuellement. Merci beaucoup, René. Très content de prendre la parole devant tout le monde aujourd'hui. J'aime beaucoup la présentation qu'a faite Raphaël, qui est un beau complément de ce que je vais présenter. Je pense qu'on a 2 présentations qui s'amalgament très bien. Est-ce qu'on voit bien le partage d'écran auquel j'ai procédé? Oui. Ça a l'air d'aller. Très bien. Alors, je n'arrive pas, pour une raison que je ne comprends pas, à avancer l'écran. Voyons. On va... Mettre en diaporama, peut-être. Je ne comprends pas pourquoi le diaporama ne fonctionne pas. Peut-être le départager puis le refaire. Oui, on va recommencer. C'est un peu bizarre. Voilà. Et là, ça marche. La technologie a parfois de ses mystères. Alors, ce que je veux faire avec vous dans les 10 minutes qui viennent, c'est voir avec vous, évidemment, me pencher davantage sur le contenu de l'accord et essayer d'être le plus concret possible quant aux opportunités et aux défis que pose l'accord pour nos entreprises. Évidemment, on a affaire à un accord qui fait quelques centaines de pages avec des milliers de pages d'annexes. Donc, peut-être que vous aurez des questions sur quelque chose qui est plus pointu, plus précis, qui touche davantage vos préoccupations. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. J'ai essayé ici de faire le tour un peu des principaux points saillants. Je veux rappeler un certain nombre de données. Charles Milliard, au début de la présentation, a indiqué des données qui sont extrêmement importantes. Je pense que c'était dans le vidéo du début. Il faut bien se rappeler l'importance de notre commerce international au Québec.
dans les relations que nous avons avec les États-Unis, 75% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. Donc, on n'a pas le choix d'avoir un bon accord de libre-échange avec les États-Unis. Qu'on aime l'administration présidentielle ou qu'on ne l'aime pas, il faut avoir de bonnes relations d'affaires avec ce voisin-là. Le bloc que nous formons avec les États-Unis et le Mexique, c'est 28% de la richesse mondiale. C'est énorme. Donc, on ne peut pas se détourner de ce bloc-là. Année après année, bon an, mal an, nous avons des échanges au Canada avec les États-Unis, des échanges à hauteur d'environ 1 000 milliards de dollars américains par année. C'est un bloc de 500 millions de consommateurs. Et si demain matin, ça c'est une donnée que j'aime beaucoup rappeler à tout le monde, y compris à mes étudiants qui parfois ont des petits réflexes de dire on devrait arrêter de faire affaire avec un mauvais voisin. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent dans l'économie mondiale. Si demain matin, nous décidons que nous arrêtons de faire de l'exportation, on décide que c'est terminé, on arrête de faire de l'exportation, c'est 28% de notre niveau de vie qui tombe en flèche si on décide de procéder ainsi. Donc, on a tout avantage à avoir un commerce qui soit le plus fluide, le plus facile et le plus convivial possible avec nos voisins. L'accord que nous avons avec les États-Unis, on l'appelle l'ASEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est un accord que chaque pays nomme comme il veut. Donald Trump n'a pas voulu qu'il y ait un nom commun à cet accord-là. Donc, au Canada, nous disons, on fait comme les deux autres, on met notre nom de pays en premier et on le décline comme à notre avantage. Donc, l'ASEUM. On n'a pas voulu, nous, le renégocier. On sait que c'est un accord, l'ALENA, qui était l'accord précédent, qui fonctionnait parfaitement bien, qui était au bénéfice de nos entreprises et qui apportait une certaine stabilité. Mais bon, on est arrivé devant une administration américaine qui a mis de l'avant le motto « America First » et qui a voulu renégocier cet accord-là. Donc, il a fallu s'asseoir avec nos partenaires, d'abord avec les États-Unis, puis ensuite un peu avec le Mexique. Tout ça suivant des négociations qui s'étaient faites entre les États-Unis et le Mexique l'été d'avant. Donc, il a fallu un peu composer avec tout ça. Et vous allez le voir, on est devant un accord maintenant qui gère le commerce plutôt qu'un accord qui rend le commerce plus libre. Les États sont de plus en plus impliqués dans la gestion du commerce. Ils aiment savoir ce qui s'échange. On va le constater. Donc, l'ASEUM, il est en vigueur depuis le 1er juillet. Vous avez la cérémonie de signature là, la plus fraîche, après les amendements de l'année passée. Mme Freeland qui est là, bien en rouge sur la photo. L'accord est bon pour 6 ans. Alors, pour ceux parmi vous qui se posent des questions sur la stabilité de cet accord-là, c'est une question qui est tout à fait légitime. On peut se dire, oui, mais avec l'administration qui est en place, il y a souvent des sanctions commerciales qui sont mises en place. C'est difficile de prévoir les choses. Sachez quand même que l'accord, il est là pour 6 ans. Et après 6 ans, on pourrait le renégocier et le modifier. S'il n'y a pas d'accord sur une modification de l'ASEUM, il est en vigueur pour 16 ans, dans le terme le plus long qui est prévu à l'accord. C'est un peu complexe, cette renégociation-là, de 6 ans, 16 ans. Ça fait l'objet de toute une série de dispositions dans l'ASEUM. Mais l'idée, je pense que quand on est en affaires, on veut garder à l'esprit, c'est l'idée que cet accord-là, il est là pour 6 ans et il sera valide pendant cette période-là, malgré d'éventuels sauts d'humeur de l'administration de l'autre côté de la frontière. Quelques points saillants peut-être qui conditionnent un peu tout le contexte de nos négociations avec les États-Unis. Il faut savoir que l'accord, l'ASEUM, maintient les modes de règlement des litiges en matière de droit antidumping et de droit compensateur. Bon, alors ça, c'est intéressant quand on est dans le secteur de l'aluminium, quand on est dans le secteur du bois. S'il y en a parmi vous qui sont dans ces secteurs-là, sachez que la façon de régler les litiges est maintenue. Celle qui prévalait dans l'ALENA et qui court-circuite un peu le recours aux tribunaux américains, ça, c'est reconduit dans l'ASEUM. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, si vous êtes dans ces secteurs-là, de devoir aller se perdre dans les dédales de tribunaux américains pour contester des décisions administratives. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nos gens qui sont beaucoup dans le secteur des ressources naturelles. Si vous êtes un investisseur vers les États-Unis, il faut savoir que les clauses d'arbitrage investisseur-État, le fameux chapitre 11 qui existait dans l'ALENA, pour ceux peut-être qui le connaissent, et qui permet d'aller devant des arbitres si vous avez des litiges avec un gouvernement, d'un État, d'une municipalité ou le gouvernement fédéral américain, mais ça n'existe plus dans l'ASEUM. De la même façon, les Américains ne peuvent pas non plus se prévaloir des clauses d'arbitrage contre nos autorités publiques. Alors ça, c'est disparu.
Là, certains y verront une bonne nouvelle, certains y verront une moins bonne nouvelle, selon l'angle que l'on prend pour observer ces enjeux-là, mais le règlement des différends va être un peu moins commode. Si vous êtes dans un secteur où vous voulez aller vers les marchés publics des États-Unis, et Dieu sait qu'il y en a, le gouvernement fédéral américain fait des offres, des appels à soumission qui sont souvent très importants. Parfois assortis de clause Buy American, c'est vrai, mais pas toujours. Alors, si vous êtes dans ces secteurs-là, il faut savoir que ce n'est plus la CEUM qui va être votre porte d'entrée et qui va vous donner les lignes directrices, qui va vous dire si vous pouvez soumissionner ou pas. Il va falloir aller observer les accords de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'on a un accord à l'OMC avec les États-Unis pour les fameux contrats publics. Donc, ça, c'est un autre changement de fond. Si vous êtes dans le commerce numérique, les choses se sont beaucoup fluidifiées. Il y a maintenant un chapitre sur le commerce numérique qui fait que ce commerce-là est plus facile. On est moins exigeant à l'égard des entreprises. Les États jettent un œil, bien évidemment, sur ce qui se transige, mais on s'assure que la frontière soit plus facile à traverser pour ce type de commerce-là. Une chose qu'il faut mentionner ici, c'est que le commerce numérique, ce n'est pas la même chose que le commerce en ligne. Le commerce numérique, c'est l'achat de quelque chose qui se transige d'un ordinateur à un ordinateur. C'est un produit numérique qui fait l'objet de commerce numérique. Le commerce en ligne, c'est quand vous faites venir une marchandise, un colis venant des États-Unis. Ça, c'est du commerce en ligne. Alors, commerce numérique et commerce en ligne sont deux notions qui sont complètement détachées dans l'accord de libre-échange maintenant que nous avons avec les États-Unis et le Mexique. Je reviendrai tout à l'heure sur le commerce en ligne. Il y a des dispositions qui le rendent aussi un peu plus facile. Ce n'est peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle pour les détaillants d'ici. J'en parlerai tantôt. Il y a des dispositions sur les PME. C'est rien de révolutionnaire, mais les gouvernements s'engagent à favoriser le commerce des PME. Ils reconnaissent l'importance des PME, qui est une importance grandissante dans le commerce international. Et on veut favoriser l'information qui est donnée aux PME, les opportunités d'affaires, et chaque gouvernement s'engage à faciliter la vie des PME dans le commerce international. En bloc, vous avez des dispositions sur la compétitivité, la lutte à la corruption et les bonnes pratiques de réglementation et les taux de change. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre un peu nos deux économies, quand je dis les deux, c'est le Canada et les États-Unis, au diapason et s'assurer qu'on a sensiblement des règles et des pratiques commerciales, des règles éthiques qui se ressemblent, qu'il n'y a pas de confrontation ou de décalage important entre nos façons de concevoir, la façon de faire les affaires, la compétitivité, l'éthique, les bonnes pratiques commerciales entre nous. Donc, de ce point de vue-là, l'accord rapproche un peu nos économies, encore une fois, mais ce sont des dispositions avec lesquelles, si vous êtes déjà un peu rompu au commerce international, vous êtes familier avec les bonnes pratiques d'affaires, je présume que vous n'avez pas de difficultés avec vos partenaires de l'autre côté de la frontière. Je vous disais que j'allais revenir sur le commerce en ligne. Le commerce en ligne va être facilité, enfin est facilité par la CEUM depuis le 1er juillet. Il y a de nouveaux seuils pour l'application des taxes et les droits de douane pour ce qu'on appelle les envois express. Un envoi express, qu'est-ce que c'est? Très concrètement, c'est le colis que vous faites venir de l'autre côté de la frontière après l'avoir commandé depuis chez vous. Donc, le colis devient un envoi express au terme de l'accord. Et comme vous le savez peut-être, le Canada facture beaucoup plus de droits de douane et de taxes qu'on en perçoit aux États-Unis. Les États-Unis sont très favorables au commerce en ligne pour la simple et bonne raison qu'ils le dominent outrageusement partout sur les marchés mondiaux. Et donc, les États-Unis ne facturent pas de droits de douane ni de taxes pour toutes les transactions qui sont inférieures à 800 $ en valeur. Au Canada, nous avions des seuils qui étaient plutôt autour de 20 $ et toutes les transactions qui étaient à 20 $ et plus étaient taxées et étaient soumises à des droits de douane. Les États-Unis nous ont demandé de soulever ces seuils-là pour nous rapprocher un peu de leurs pratiques à eux et donc favoriser le commerce en ligne international. On l'a fait, on a fait une certaine concession, mais comme vous le voyez avec les chiffres que vous avez à l'écran, ce n'est pas non plus complètement révolutionnaire. Pour l'application des taxes, on est à 40 $ et pour les droits de douane à 150 $. Si vous êtes dans le commerce en ligne en ce moment, que vous êtes sur des plateformes et que vous pratiquez ce type de commerce-là avec votre clientèle,
Donc, vous allez vous allez être soumis un peu à une nouvelle concurrence parce que là, ce marché-là, on le veut plus compétitif, on le veut un peu plus féroce qu'avant. Et donc, vous allez devoir vous ajuster un peu, peut-être ajuster vos prix dans une certaine mesure parce que l'importation de produits maintenant est plus facile, un peu plus facile en provenance des États-Unis pour le consommateur que vous tentez de charmer. Un élément qui est en lien avec ce que disait Raphaël plus tôt, il y a dans l'ASEUM une clause. Les médias ont beaucoup parlé de l'article 3210, le fameux article 3210. Vous avez vu ça dans les éditoriaux, sans doute. Qu'est-ce que c'est la clause 3210? C'est une clause qui dit que si un des pays qui a signé l'ASEUM, donc le Canada, les États-Unis ou le Mexique, si un de ces pays-là commence à négocier avec un pays qui n'est pas une économie de marché. Un pays qui n'est pas une économie de marché, entendez tout de suite la Chine. C'est de ça qu'on parle. Donc, si un des 3 pays de l'ASEUM commence des négociations de libre-échange avec la Chine, il doit prévenir les 2 autres gouvernements et divulguer les textes qu'il est en train de négocier. Et si les 2 autres sont en désaccord avec ce qui est sur le point de se négocier avec la Chine ou sur le point de se signer, les 2 autres pays peuvent expulser le pays en question de l'ASEUM. Prenons l'hypothèse où le Canada entame des négociations avec la Chine en vue d'un accord de libre-échange. Les États-Unis et le Mexique sont mécontents des textes qui sont en train de se négocier entre le Canada et la Chine. Bien, les États-Unis et le Mexique, au terme de l'accord, au terme du fameux article 3210, pourraient dire au Canada, tu sors de l'ASEUM. On te met dehors. C'est comme ça qu'on avait vu l'article 3210 au moment où on l'a signé, il y a maintenant presque 2 ans, parce qu'il y a 2 ans et plus qu'on a négocié le texte de cet article-là. Mais comme l'évoquait Raphaël tout à l'heure, maintenant, ce sont les États-Unis qui sont beaucoup plus près des Chinois et beaucoup plus près de signer des accords. Des accords potentiellement avec la Chine. Donc, il sera intéressant de voir ce que signifiera l'article 3210 bientôt. Un point rapide sur d'autres faits saillants peut-être de l'accord. Si vous êtes dans le secteur des produits pharmaceutiques, il y a un prolongement de la durée de la protection des données sur les médicaments. Si vous êtes dans le secteur du lait, il y a une nouvelle compétition qui s'en vient pour vous parce qu'il y a 3,59 % du marché du lait de consommation au Canada qui est maintenant ouvert à la compétition avec les États-Unis. Si vous êtes dans le secteur des pièces automobiles, la compétition, elle aussi, va être nouvelle. Par contre, on va s'assurer que vos produits sont bien nord-américains. Donc, les nouvelles sont un peu mitigées pour vous. Il y a des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Si vous êtes dans le secteur culturel, sachez qu'il y a un maintien de l'exception culturelle. Donc, le Canada peut continuer d'appliquer ces mesures qui visent à protéger ses marchés, ses industries culturelles. Et si vous êtes soucieux des questions plutôt environnementales, des questions de droits de la personne, des questions autochtones, de l'égalité homme-femme, il y a des dispositions. Elles sont modestes, mais il y a des dispositions dans l'ASEUM pour protéger ces enjeux-là. Donc, il a fallu renégocier en partie l'accord sur les enjeux environnementaux, sur les normes du travail. Vous avez peut-être vu en décembre 2019, on s'est inquiété, on s'est demandé si l'ASEUM n'allait pas achoper. Ça a marché grâce, entre autres, à l'appui de la dame que vous voyez à l'écran, Nancy Pelosi, qui est la leader démocrate à la Chambre des représentants. Et finalement, il y a eu un accord et on est arrivé à conclure l'ASEUM. La question des tarifs sur l'aluminium, je sais que dans la période de questions, on nous a transmis à l'avance un certain nombre de questions venant du public. On pourra y revenir. Comment se fait-il qu'on arrive avec un litige sur l'aluminium quelques semaines après avoir conclu l'ASEUM? Je pourrais le développer peut-être dans la période de questions, mais les États-Unis ont une vision très particulière de cet enjeu-là et l'homme que vous voyez à l'écran s'appelle Wilbur Ross. C'est le directeur du département du commerce aux États-Unis. Il a une certaine vision de ce qu'est la sécurité nationale, de ce qu'est la place des États-Unis dans l'industrie mondiale, dans les industries lourdes, entre autres. On pourra le développer s'il y a un intérêt dans la période de questions, mais pour nous, en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on doit se battre, et c'est un peu le commentaire que je fais là, ici, dans le bas
de la diapositive. On a une négociation perpétuelle à faire avec les États-Unis sur ces enjeux-là. Il va falloir continuer de se dépatouiller. Donc, l'ASEUM, ce n'est pas un accord qui est idéal dans le meilleur, dans les circonstances. C'est quand même le meilleur accord auquel on pouvait en arriver. Mais il faut se rappeler de deux choses. On ne peut pas se passer de l'accès au marché américain, d'une part. Et d'autre part, la communauté d'affaires aux États-Unis est avec nous et elle est pro-libre-échange, quoi qu'en dise l'administration présidentielle. Voilà. Alors, c'était un survol rapide du contenu de l'accord et peut-être de certains intérêts que vous pouvez avoir sur des enjeux pointus. Et ça me fera plaisir de répondre aux questions pour la suite. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci. Écoutez, on va prendre une 15 à 20 minutes ensemble, Richard, Raphaël et moi, pour revenir sur certains points avant que l'on puisse travailler avec l'auditoire. Et là, Charles prendra le relais pour diriger cette période d'échange avec les participants. Mais je voudrais clarifier quelque chose parce que, merci d'ailleurs pour cet éclairage, et on voit que malgré tout ce qu'on a dit, c'est important, même si on a l'impression qu'il y a toujours des blocages, il y a eu des avancées. Mais je vais revenir sur un point, je vais vous questionner tous les deux là-dedans pour voir comment on peut s'y retrouver. Charles, tu dis que c'est donc en vigueur pour 6 ans, et là, au bout de 6 ans, il pourrait y avoir renégociation, sinon c'est pour 16 ans. Donc, on s'entend que pour 6 ans, c'est à peu près correct, on sait à quoi s'attendre. En même temps, Raphaël disait d'entrée de jeu qu'il faut faire attention parce que Donald Trump lève la voix actuellement sur des questions relatives notamment à la pêche, mais aussi sur le lait, qui a vraiment été un écueil important lors des précédentes négociations, au-delà de ce 3,59. Alors, c'est réglé ou ça ne l'est pas? Est-ce qu'on pourrait décider que c'est plus 3,59, 3,59, c'est 5, c'est 6? Au gré des humeurs de Donald Trump? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre alors qu'on, normalement, on aurait une ligne claire pour les 6 prochaines années? Je vous adresse la question à tous les deux. Vas-y, Raphaël, si tu veux. Où commencer? C'est parce qu'avec Donald Trump, la réponse est toujours « c'est possible ». Tout est possible. Et la réalité, c'est que les États-Unis peuvent essayer d'imposer quelque chose, que ce soit en respect ou non avec l'accord qui vient d'entrer en vigueur. Et là, je ne vais pas partir sur une tangente, mais je donne tout simplement l'exemple du bois d'œuvre. On pourra peut-être s'en parler pendant la période de questions. Et je comprends que le bois d'œuvre, c'est une question qui est assez clairement distincte de l'entente de libre-échange. La raison pour laquelle je le mentionne quand même, c'est que hier, on a appris qu'il y avait un panel de l'Organisation mondiale du commerce qui avait essentiellement rendu un jugement comme quoi des mesures punitives américaines qui avaient été imposées en 2017, à la toute première année de l'administration Trump, sur, ou plutôt contre, le bois d'œuvre canadien étaient illégitimes. Je vais le simplifier ainsi, là. Bon, ça n'a pas empêché l'administration américaine d'essayer de les imposer. Donc, c'est un petit peu le même genre de question, de réponse que j'aimerais pour ce qui est du secteur laitier. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible que Donald Trump aille au-devant ou au-delà de ce qui est prévu dans l'accord actuel et que ce soit au niveau du pourcentage, peu importe, essaie d'imposer des mesures punitives de quelque nature que ce soit sur les produits laitiers canadiens et québécois? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est possible que ça soit reconnu éventuellement comme étant illégitime? Oui, ça aussi, c'est possible. Donc, au risque de répéter quelque chose que je disais tantôt, on baigne vraiment dans une mer d'incertitude aussi longtemps qu'on a ce président-là à la Maison-Blanche. Et ça, évidemment, ça inclut le secteur laitier. Je suis curieux d'entendre ce que Richard a à dire là-dessus, mais ça serait ma réponse. Oui, en fait, ma réponse va tout à fait dans le même sens que Raphaël, c'est-à-dire qu'on est devant un président qui force continuellement la renégociation. Quand vous êtes dans une relation d'affaires, quand vous êtes dans une relation contractuelle, vous vous dites qu'à partir du moment où on a un contrat, c'est signé, voici les termes de notre entente pour la durée du contrat. Et c'est comme ça que fonctionne l'entreprise de façon générale, et c'est aussi comme ça que fonctionnent les gouvernements. Quand on a un accord de libre-échange, on se dit, bon, bien, il est valide pour un certain nombre d'années, voici les termes de nos échanges. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'administration Trump, et à partir du moment où ils sont mécontents, ils peuvent soulever des sanctions commerciales, et parce que nous sommes, comme vous le savez peut-être, il y a un ancien secrétaire d'État canadien qui disait le Canada sera toujours la souris qui dort dans le même lit que l'éléphant.
On n'a pas de choix, c'est un couple forcé. On sera toujours assis à côté d'eux, à dormir à côté d'eux, puis il faudra toujours être un peu vigilant. On ne peut jamais être complètement endormi parce que si l'éléphant se tourne dans le lit, on est écrasé. Donc, à chaque fois qu'il y a un soubresaut du côté américain, on n'a pas le choix de se rasseoir et de renégocier. Là-dessus, la ministre Freeland a été assez éloquente là, et elle l'a mentionné à plusieurs reprises. À chaque fois qu'on pensait qu'on avait un accord, la semaine d'après, il fallait se rasseoir et recommencer. C'est très vrai. Donc, pour répondre à ta question qui est très claire, puis donc de façon assez directe, c'est qu'on est devant une administration qui redéfinit les termes des accords de libre-échange et qui demande qu'on se rassoie périodiquement. Ça peut être dans le secteur de l'aluminium, ça peut être dans le secteur du bois, ça peut être dans le secteur du lait, ça peut être dans tout autre secteur où ils se sentent lésés du point de vue des États-Unis. Et c'est particulièrement vrai dans un contexte électoral. Et dès qu'il y a des emplois en jeu, dès qu'il y a un électorat à séduire, Donald Trump est très prompt à saisir ces enjeux-là, même à l'encontre parfois de l'opinion de la communauté d'affaires aux États-Unis, et donc à blâmer quelqu'un qui n'a pas droit de vote dans les élections présidentielles, blâmer le Canada. C'est facile de blâmer le Canada et ça ne coûte rien en termes de vote. Ça ne coûte rien dans les sondages. C'est la faute d'un intervenant externe. Je vais protéger vos emplois contre le Canada qui, comme d'habitude, abuse de notre économie. C'est une expression qu'il a employée. Vous l'avez peut-être retenue quand il a fait sa déclaration à l'usine Whirlpool il y a quelques semaines. Donc, c'est ça. On est devant une administration qui crée de l'incertitude et qui demande qu'on se rassoie de façon périodique, même quand on pense qu'on a un accord. C'est intéressant parce que là, on parle de Donald Trump, mais Raphaël signalait d'entrée de jeu et on parlait d'un écart de 7, 7,5. Je revoyais sur une agrégation de sondages nationaux qui s'appelle 538 qui dit que c'est maintenant au-delà de 9 % d'écart actuel, mais on est au cœur de la convention républicaine, donc ça pourrait changer. Mais dans les faits, s'il n'y a pas vraiment de surprise costaude, c'est Joe Biden qui se dirige vers la présidence. Et on l'a dit traditionnellement, les démocrates étaient plus protectionnistes. Et il y a des enjeux actuellement, notamment au Wisconsin. C'est là, d'ailleurs, qu'est venue la fronde pour avoir accès au lait canadien. Puis c'est ça, ce qu'on appelle des États, des battleground states, un des États où la présidentielle va jouer. Est-ce qu'il y a un risque, en se dirigeant vers le scrutin début novembre, que même Joe Biden, qui est en avance actuellement pour conforter son avance, décide lui aussi d'aller dans ce champ-là, d'imposer de nouvelles sanctions, de nouvelles contraintes, malgré l'accord de libre-échange qui a été signé. Encore là, je vous envoie la question à tous les deux. Il y a plusieurs avenues qui pourraient être prises là-dessus. En fait, avant de parler de M. Biden, parce que René, vous mentionnez le Wisconsin et le Parti démocrate, ce qui est intéressant, c'est que la sénatrice démocrate du Wisconsin, qui s'appelle Tammy Baldwin, a été très, très vocale dans les dernières années. Et là, on sort du contexte de la campagne électorale actuelle, depuis les dernières années, sur la question justement des relations canado-américaines, spécifiquement sur la question du lait, des produits laitiers, et elle a un argumentaire qui est très, très semblable à celui de Donald Trump. Autrement dit, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que Donald Trump est éjecté du pouvoir, présumant qu'il l'est, et non, ce n'est pas une garantie, ce n'est certainement pas une prédiction que je vous fais présentement, mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que M. Trump quitte que c'est remplacé par des politiciens démocrates qui sont tous pro-libre-échange à l'aveuglette. Au contraire, ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour ce qui est de Joe Biden, personnellement, je serais assez surpris, je ne pense pas que c'est impossible, mais je serais assez surpris que d'ici au 3 novembre, il y aille de promesses de la sorte, d'engagement de la sorte à imposer telle ou telle autre mesure punitive sur le Canada spécifiquement. Je serais assez surpris. Par contre, où ça demeure incertain, c'est au lendemain du 3 novembre, s'il est élu, et surtout au niveau des relations qu'il va avoir avec le Congrès. Parce que oui, c'est vrai que l'administration, que le président de la Maison-Blanche, le département du commerce peuvent prendre des actions unilatérales, mais ce qui est également vrai, c'est que très souvent, au niveau des relations canado-américaines, le Congrès a aussi son mot à dire. Et si on a un Congrès qui est contrôlé dans les deux chambres par son parti, par le Parti démocrate, qui a une aile qui est assez farouchement pro-libre-échange, une autre aile qui est assez farouchement protectionniste, c'est excessivement difficile présentement de prédire quelle direction ça va prendre et derrière quelle aile une administration Biden va se ranger. Là, on parle beaucoup d'un Parti démocrate qui est uni par son opposition à Donald Trump. À partir du moment où Donald Trump n'est plus là, c'est un parti qui, je crois, va avoir plusieurs divisions qui vont devenir très visibles et la question du libre-échange
incluant avec des pays comme le Canada, va, je crois, en être une des plus grosses illustrations, en fait. Richard, merci, Oui, merci, ce que Raphaël. dit Raphaël est parfaitement juste, c'est-à-dire qu'il y a des ailes à l'intérieur de chaque parti et à chaque fois, il peut y avoir une aile qui est très favorable au commerce et une autre qui ne l'est pas. Mentionnons par exemple la négociation de l'ALENA. L'ALENA s'est négociée au début des années 90. Les négociations se font pour l'essentiel sous George Bush père, George H. Bush, qui est très favorable à l'accord de libre-échange et ça se signe en décembre 92. Mais en décembre 92, George H. Bush père, il a perdu les élections contre qui? Contre Bill Clinton, qui est un démocrate. Et Bill Clinton, lui, est très favorable aux accords de libre-échange. Et il va se battre contre une aile de son parti pour avoir les votes qu'il faut pour entériner l'ALENA au Congrès. Donc, vous avez parfois des ailes qui sont dominantes dans un parti, autant démocrates que républicains, qui sont très favorables au commerce international, alors que parfois le parti est plutôt dominé par l'aile qui ne l'est pas favorable au commerce. Donc, ce réalignement-là des forces dont parle Raphaël est tout à fait juste, tout à fait pertinent. Il faudra avoir à l'esprit que quand l'élection sera faite, que ce soit les républicains qui emportent la présidence ou que ce soit les démocrates, il y aura ce réalignement-là et là, on va revenir à ce débat interne à chaque parti. Est-ce qu'on est pour ou contre? La leçon qu'il faut retenir, nous, comme Canadiens, là-dedans, c'est que ce qu'il faut garder et ce qui est stable et ce qui est plus sûr pour nous, c'est les liens avec la communauté d'affaires. Il faut s'assurer d'avoir les liens qu'il faut plus bas, dans les étages plus bas de la hiérarchie du pouvoir, avec des maires, avec des chefs d'entreprise, avec des chambres de commerce. La US Chamber of Commerce est toujours derrière le libre-échange avec le Canada à 100%. Ce sont ces liens-là qu'il faut cultiver au fil du temps, qu'il faut maintenir, qu'il faut garder fort pour que les pressions remontent ensuite sur le pouvoir à Washington pour qu'il y ait une tendance vers le libre-échange et l'ouverture de la frontière commerciale avec le Canada. On ne veut pas nécessairement l'ouverture de la frontière des personnes avec la COVID, là, mais on veut l'ouverture de la frontière commerciale avec le Canada. Et donc, c'est ce maintien-là de cet appui indéfectible, mais qui est plus bas dans la hiérarchie du pouvoir qu'il faut conserver. Et c'est ça notre stratégie à nous de ce côté-ci de la frontière. Est-ce que je peux ajouter juste quelque chose rapidement, renchérir sur ce que Charles vient de dire? C'était génial. Et je pense qu'on doit mentionner qu'il y a une obsession médiatique avec la course présidentielle. Évidemment, c'est très tape à l'œil. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Évidemment, c'est le poste élu probablement le plus important au monde. En même temps, ce qui est également vrai, c'est que le système politique américain est extrêmement décentralisé. Et les relations, oui, avec les maires sont importantes, avec les gouverneurs, avec les législateurs d'État. Il y a beaucoup, beaucoup de projets commerciaux qui se font sans l'aval, sans même la coopération ou l'intérêt même du gouvernement fédéral américain, peu importe qui est au Congrès, qui est à la Maison-Blanche. Et ça, ces liens-là peuvent être beaucoup plus durables et dans certains cas même plus importants pour les entrepreneurs, les entreprises canadiennes et québécoises que ce qui se passe à Washington aux 4 ans. Donc, je vais juste ajouter ça parce que je crois que c'est vital et c'est très, très, très peu mentionné dans le discours public. Merci. Je sais que moi, j'aimerais beaucoup rajouter ou renchérir sur les questions d'aluminium qui nous ont arrivé en plein visage il n'y a pas si longtemps, mais je vais vous laisser échanger avec les participants parce qu'il est clair que ça va revenir, d'autant plus que des gens qui sont actuellement à l'écoute, qui visionnent, qui viennent un peu partout au Québec, qui ont toutes sortes d'intérêts. Mais pour terminer sur cet élément-là, on vient d'ailleurs de parler de la communauté d'affaires. Je salue la Fédération des chambres, la FCCQ, d'avoir invité à plusieurs reprises ici au Québec, notamment les gens de la Chambre de commerce de Plattsburgh, dans l'État de New York, qui travaillaient comme bien d'autres pour que la frontière demeure ouverte parce qu'il en va de leur prospérité. Alors, c'est clair qu'il y a des liens d'affaires à maintenir là-dedans et c'est souvent de ce côté-là que ça peut rouler. Mais et avant de laisser la période d'échange avec les participants, il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute, je présume, qui ont des intérêts vers les États-Unis, qui aimeraient peut-être y aller. Je rappelle que c'est le programme, la série 3.60 rencontres virtuelles COREX pour corridor d'exportation. Donc, dans le contexte actuel, et je reprends ce que tu disais, Raphaël, ce qu'il faut garder en tête, c'est l'incertitude. L'incertitude dans l'affaire, ce n'est pas très encourageant. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on c'est le moment, malgré tout, de déployer ces billes, ces investissements du côté américain, ou c'est trop incertain pour qu'on attende la suite des événements, qu'on se replie un peu et qu'on dise, bien, on verra quand le soleil se lèvera? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Je serais vraiment tenté de
refilais la question à Richard pour la simple et bonne raison que, si ma mémoire est bonne, lorsqu'on a fait notre dernier panel en personne, ça fait, je crois, 50 ans. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, ça fait tellement longtemps. Mais on avait une question très semblable à ça et il y avait répondu, en fait, de la même façon que j'aurais répondu, mais de façon encore plus éloquente. Donc, je lui laisserai la parole parce que je pense qu'on voit œil à œil là-dessus. Ben, moi, Richard. c'est que oui, il y a de l'incertitude venant de Washington. Il y a de l'incertitude venant de l'administration présidentielle. Mais l'histoire est plus forte que ça. La géographie est plus forte que ça. Et nos liens économiques sont plus forts que ça. Et il faut continuer de maintenir ces liens économiques qui sont indissociables, qui sont indispensables, qui sont mutuellement bénéfiques et continuer de garder vos liens d'affaires avec vos partenaires d'affaires. C'est pas nécessaire de... Oui, comme le disait Raphaël, l'élection présidentielle, elle est importante. C'est le poste peut-être le plus important qui existe au plan politique dans le monde. Mais dans votre relation d'affaires à vous, le plus important, c'est le partenaire avec qui vous allez signer un contrat d'approvisionnement ou un contrat de fourniture ou un contrat d'achat. Et lui est favorable au commerce avec vous. Maintenez ça et maintenez les ouvertures avec les niveaux de gouvernement, les niveaux de gens d'affaires, les niveaux d'influenceurs, de lobby, de chambres de commerce, de ce que vous voudrez, qui, eux, sont favorables à cet échange-là et qui, historiquement, l'histoire l'a montré clairement, finissent toujours par prédominer. Ce lien-là, il est trop fort pour qu'on le nie, pour qu'on le laisse aller. Et rappelez-vous que même dans les périodes où Donald Trump s'est montré le plus virulent à l'égard du commerce international, il y a toujours eu des intervenants qui ont fini par lui écrire, par mettre des pressions, par faire du lobbying à Washington pour lui dire « Tu ne peux pas faire ça, tu nous tires dans le pied ». Alors, gardez confiance, maintenez vos liens d'affaires, continuez de cultiver vos partenariats économiques. Merci. Et on aurait pu aussi aborder la question du Mexique parce qu'on s'est concentré sur les États-Unis, mais sur ce bloc de 500 millions de consommateurs, il y en a quand même 150 millions au Mexique, un pays dont l'économie continue de se développer et là où, en principe, il n'y a pas le même niveau d'incertitude et où on n'a peut-être pas déployé autant d'efforts qu'on aurait pu dans le passé pour créer un autre front. Je sais qu'il y a eu un peu des malentendus, puis il y a eu quelques tensions, mais il reste que c'est l'accord, c'est un accord de coopération économique États-Unis-Mexique. Il y a quelque chose là-dedans, j'imagine qu'il faudrait qu'on garde en tête. Mais puisqu'il est déjà presque 13 heures, on est supposé terminer vers 13h15 et je voyais, il y a vraiment des gens là, qui veulent parler notamment d'aluminium, de bois d'œuvre et tout ce que vous voulez. Je vais laisser Charles Mia prendre le relais pour faire la jonction avec les participants. Et moi, j'écoute avec intérêt la suite des choses. Parfait. Merci beaucoup, René. Effectivement, vous aurez remarqué pour les habitués qu'on a décidé de prolonger de 15 minutes. On était toujours un peu pressé de conclure. Alors, je vous invite à rester avec nous. On a peut-être une dizaine de minutes de questions, puis ensuite, j'aurai la chance de céder la parole à Claude. Je veux juste rebondir sur le message d'espoir de Richard. Là. Je trouve que c'est une belle passe que tu me fais sur la palette, là, sur l'implication justement dans les associations économiques. Parce que oui, quand on regarde les nouvelles, on a l'impression que tout se décide dans le bureau aval puis au Capitole. Puis effectivement, les décisions se prennent là, les signatures se prennent là. On a toujours M. Trump d'ailleurs qui nous montre sa signature. Mais ceci étant dit, le lobbying, même si c'est un terme que je trouve un peu péjoratif, est très important et se passe justement dans les associations comme la nôtre, mais dans les relations qu'on a aussi avec des associations américaines. Alors, René faisait gentiment mention aussi de nos relations avec la Chambre de commerce de North Country Chamber of Commerce de Plattsburgh, qui ont eu la gentillesse de nous introduire d'ailleurs à une personne quand même d'influence qui s'appelle Élise Stefanik, qui est la représentante de l'État, une des représentantes dans le fond de l'État de New York à la Chambre des représentants. Puis j'ai vu hier, le monde étant petit, qu'elle sera une des speakers, d'ailleurs, à la Convention républicaine demain soir. Alors, on a eu plusieurs échanges avec elle. Donc, la Terre, c'est grand, mais pas tant que ça non plus, et c'est avec des relations comme ça qu'on les développe. Ceci étant dit, je vais revenir sur le dossier de l'aluminium, effectivement, peut-être un peu pour Richard dans un premier temps. Tu as un peu répondu à la question à l'effet que comment on peut déjà remettre en question un accord quelques heures après que l'encre ne soit même pas séchée encore. On comprend qu'il y a un jeu politique aussi, mais est-ce que les producteurs d'aluminium, l'industrie d'aluminium, n'auraient pas d'autres pistes de solutions que de juste avoir peur de lire le journal le matin pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur secteur? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une façon pour eux de prendre la bête, si on veut, par un autre bout pour avoir une certaine stabilité dans nos produits qui sont de qualité mondiale? Je pense que personne
personne ne remet ça en doute. Ben, je pense que nos producteurs d'aluminium font déjà assez bien leur devoir. D'une part, il y a un élément qu'il faut bien garder à l'esprit. Là-dessus, on peut être fier de notre industrie de l'aluminium. Elle est performante, elle est très compétitive, elle est très productive, elle est moins polluante que l'industrie américaine et de ce point de vue-là, elle est capable de pénétrer les marchés beaucoup plus facilement que les producteurs américains. Deuxième élément, puis ça, malheureusement, c'est un élément que l'administration présidentielle américaine ne comprend pas, c'est que les États-Unis ont besoin d'importer de l'aluminium. Ils ne sont pas autosuffisants. Ils ne sont pas capables d'autosuffire à leur demande en canettes de bière, en Ford F-150, puis en ce que vous voudrez. Il leur faut acheter de l'aluminium sur les marchés étrangers. Et quand Wilbur Ross, celui dont j'ai montré la photographie sur mon diaporama tout à l'heure, dit que c'est une question de sécurité nationale que de ne pas dépendre des voisins pour l'aluminium. C'est ça son argument. Il dit qu'il faut que notre industrie soit autosuffisante parce que si on dépend de l'économie des autres, la sécurité nationale des États-Unis, puis tout ce qui touche le militaire, le paramilitaire, l'industrie lourde, c'est mis à mal et c'est notre sécurité nationale qui est en cause. OK? Mais qu'est-ce que vous faites pour développer votre industrie de l'aluminium aux États-Unis puis surtout la moderniser? Puis si ce n'est pas du Canada que vous importez, est-ce que vous pensez que votre sécurité nationale est mieux protégée si vous importez de la Chine qui a des prix plus bas? L'argumentaire américain ne tient pas la route là-dessus. Donc, on a affaire à une administration qui décide effectivement d'ouvrir un litige alors qu'on vient juste de signer un accord et que l'encre n'est pas sèche, effectivement. Mais l'accord permettait de réouvrir un peu les choses. Vous savez qu'il y a un mécanisme de suivi des ventes d'aluminium qui est prévu par l'accord et qui dit que s'il y a une montée subite des ventes d'aluminium sur le marché américain, chaque partie a le droit de réagir par des mesures aux frontières. Bon, c'est permis. Maintenant, est-ce que c'est à l'avantage de l'administration américaine de le faire? Bien, globalement, c'est l'actualité aux États-Unis qui a répondu à la question. C'est-à-dire que vous avez quelques entreprises qui disent oui, fermer les frontières, c'est bon, c'est une bonne chose, ça va protéger les emplois chez nous, puis ça va protéger certaines entreprises. Mais la majorité des entreprises, dont des entreprises d'aluminium américaines, ont dit mauvaise chose à faire, gardez la frontière ouverte. On a besoin de ce produit-là à un prix relativement bas pour garder notre économie dynamique. Et c'est là que, à mon point de vue, et je suis en très, très bonne compagnie, autant du côté canadien qu'américain, c'est là que je pense que l'administration Trump a fait fausse route. Excellent. Merci. Raphaël, peut-être une question plus de nature politique, puis peut-être brièvement, parce qu'on est un peu dans la politique fiction, mais on ne peut pas ne pas y penser non plus. Est-ce qu'il est possible vraiment que M. Trump ne concède pas la victoire en cas de victoire, justement, de Joe Biden? Et quelles pourraient être les conséquences de ça, non? Premièrement, on est en politique fiction depuis 5 ans, depuis juin 2015. Depuis la descente de l'escalier à la Trump Tower par le principal intéressé. Donc, honnêtement, c'est une question que je me fais poser plus que n'importe quelle autre depuis à peu près 2-3 mois, c'est celle-là. La première réponse qui doit être dite et répétée, et je vais le faire brièvement, c'est que le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de s'accrocher s'il perd sa campagne de réélection. C'est aussi simple que ça. Son mandat constitutionnellement se termine le 20 janvier 2021. La seule façon qu'il peut rester à la Maison-Blanche, c'est s'il est réélu en novembre. Point à la ligne. Il perd tous ses pouvoirs constitutionnels dès le 20 janvier à midi. Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive s'il refuse de concéder? Ce qui est entièrement possible. En ce qui me concerne, ce n'est pas de la politique fiction. En fait, ce n'est pas plus de la politique fiction que ce qu'on voit depuis 4 ou 5 ans. Le risque, en ce qui me concerne, ce n'est pas qu'il essaie de commander l'armée américaine pour le permettre de rester au pouvoir. Là, on serait vraiment dans le ridicule. Ça, j'y crois absolument pas. Par contre, ce qui est beaucoup plus plausible, c'est qu'il y ait des millions, voire des dizaines de millions de ses supporters qui en viennent à être convaincus que la seule raison pour laquelle il a, en guillemets, je le mets en guillemets, perdu, parce que selon eux, il n'aura pas vraiment perdu, c'est parce qu'il a été victime de fraude. Et d'ailleurs, la Convention républicaine s'ouvrait hier, et hier encore, le président le disait très explicitement, la seule façon qu'on peut perdre cette course-là, c'est si on est victime de fraude. Ça, les répercussions exactes sont assez difficiles à déterminer, autre que de dire que d'un point de vue démocratique, c'est excessivement toxique et dangereux. Donc, il va partir s'il perd. Ça ne veut pas dire qu'il va partir sans laisser des traces dommageables d'un point de vue social et démocratique.
Excellent, merci. Je voudrais peut-être revenir sur la question du bois d'œuvre. On a eu plusieurs questions par écrit, là, évidemment, avec la décision d'hier, dans laquelle d'ailleurs un de nos invités la semaine prochaine a joué un grand rôle, Raymond Chrétien, que tout le monde connaît, ancien ambassadeur qui sera avec nous le 3 septembre prochain. Malheureusement, entre guillemets, la décision, elle est un peu non exécutoire. Donc, quelle est la réelle portée de cette décision-là? Est-ce que les États-Unis vont vraiment mettre ça en application là, au bénéfice du Canada tel que requis par l'OMC? Richard ou Raphaël? Ben, moi, je me plais à dire que je suis un optimiste. La bonne nouvelle dans cette décision-là, c'est qu'il y a eu une analyse. Je ne sais pas si les gens ne l'ont probablement pas lu. C'est une décision de 226 pages, extrêmement technique. Qu'est-ce qu'on fait dans cette décision-là? On analyse le système canadien de gestion des forêts. Puis on divise le pays en régions comme ça doit se faire, parce que le système de gestion des forêts il fonctionne comme ça. Pour le système québécois, on a regardé comment fonctionne notre nouvelle loi sur la gestion des forêts, hein, la loi sur l'approvisionnement forestier. Et là, on a regardé quand le gouvernement du Québec permet à une papetière d'aller sur des terres, de couper du bois, d'en faire des 2x4, hein, du bois d'œuvre, et de l'exporter. Est-ce que ce qui est demandé en termes de coût à cette papetière-là, est-ce que c'est un prix trop bas? Si c'est un prix trop bas, on va dire, ouais, ils sont allés sur les terres de la couronne, ils ont coupé du bois, ils sont partis avec, puis ils vendent ça à l'étranger. On pourrait considérer que c'est une subvention parce qu'ils sont partis avec quelque chose qui appartient au gouvernement. On a fait cette analyse-là à l'OMC. On a dans le menu détail et on a pris tous les arguments américains et tous sont rejetés. Notre nouveau système de gestion des forêts est conforme aux lois du marché. On demande un prix correct à nos papetières quand on leur demande d'aller couper du bois dans nos forêts. Nos papetières pratiquent un prix correct quand elles vendent leur bois aux États-Unis. Et donc, sur le principe, les arguments américains sont contredits l'un après l'autre. Maintenant, Charles, ce que tu dis est tout à fait vrai. Cette décision-là est plus ou moins exécutoire. Est-ce qu'on est devant une administration américaine qui va respecter les termes du jugement de l'OMC? C'est à voir. Ça, c'est le défi additionnel. C'est toujours la même chose. Puis dans le dossier du bois d'œuvre, comme vous le savez, on est en litige avec les États-Unis depuis 1982. Et ce litige-là a connu 6 phases différentes. Et à chaque fois, pour finir le litige, il faut qu'on s'assoie avec les Américains et qu'on resigne un accord, souvent parce que les États-Unis n'appliquent pas les décisions des tribunaux internationaux, des tribunaux de commerce internationaux. Donc, une belle victoire de principe dont on peut être fier, dont on peut se féliciter, mais est-ce que ça aura tous les impacts concrets que l'on voudrait? Ça, c'est le défi qui s'en vient, puis c'est là que M. Chrétien va pouvoir prendre le jugement, aller le montrer aux États-Unis, puis leur dire, là, vos arguments ne tiennent pas la route, il va falloir qu'on s'assoie puis qu'on négocie sur de nouvelles bases. Excellent. Merci, merci Richard. Je conclurai peut-être avec une dernière question pour Raphaël. J'en lancerai 2 en même temps. Une qui a été reçue par Marie-Claude Durocher sur justement qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de réouverture des frontières terrestres? Parce que oui, il y a une libre circulation des marchandises, mais ça demeure quand même un frein important au commerce. Puis peut-être pour se faire plaisir aussi, là, le statut des principaux swing states là, en date d'aujourd'hui dans le contexte d'élection. Parfait. Pour ce qui est de la frontière, bien, il y a une réponse officielle et une réponse officieuse. La réponse officielle, c'est que la fermeture a été reconduite jusqu'au 21 septembre. Bon, au-delà de ça, on ne sait rien. Voici la réponse. Voilà la réponse officielle. La réponse officieuse, c'est que ce serait très, 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 très surprenant que ça ne soit pas reconduit à nouveau, rendu en septembre, possiblement jusqu'à la fin de l'année, peut-être au-delà de ça. Évidemment, ça va dépendre en partie de la situation avec la COVID-19 aux États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer non plus là-dessus. Ça va aussi dépendre de la dynamique politique à la fois au Canada et aux États-Unis. Donc, dans le très court terme, je serais personnellement très, très surpris que ça rouvre. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par court terme? Bien, pour moi, on veut dire au moins jusqu'à l'automne. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est dans l'incertitude. Pour ce qui est des états pivots, je vais faire ça brièvement parce que si vous me laissez plus que 30 secondes, je vais prendre probablement 30 minutes. Donc, c'est vrai, comme je l'ai mentionné tantôt pendant la présentation, que le vote populaire ne détermine pas directement le résultat de l'élection présidentielle au niveau du collège électoral, évidemment, qui détermine le résultat. Mais il reste que c'est assez rare qu'on ait un écart
importantes, les deux. Là. Ce qu'on a vu en 2016, c'était une aberration comme on n'en avait jamais vu de nos vies. En fait, de toute l'histoire américaine. Ce n'est pas juste de nos vivants, de l'histoire américaine. Avoir une candidate, en l'occurrence Mme Clinton, qui gagne le vote populaire par un peu plus de 2 points de pourcentage, puis en même temps, qui perd le collège électoral. Là, on a Joe Biden qui mène par 7, 8, 9 points, dépendant effectivement de l'agrégateur de sondage qu'on prend. Mathématiquement, là, pour avoir fait l'exercice, il n'y a juste pas de scénario plausible dans lequel M. Biden n'est pas simultanément, non seulement en avance, mais assez confortablement en avance présentement dans à peu près tous les États qui vont être déterminants. On peut faire l'éventail, la Pennsylvanie, le Wisconsin dont on parlait tantôt, le Michigan, la Floride, même des États comme l'Arizona qui n'ont pas été remportés par des démocrates, par un démocrate depuis plus de 20 ans. Donc, il est dans très, très, très bonne posture, à la fois au collège électoral et au niveau du vote populaire pour l'instant. Je le répète, puis je conclue là-dessus. L'opinion publique, je pense, est très, très cristallisée, mais ce n'est pas fini. Et en principe, tout est possible. Tout le monde, moi le premier, devrait toujours garder en tête ce qu'on a eu comme surprise. C'est colossal, disons, en 2016. Donc, ce n'est pas impossible, mais au risque de le répéter, on n'est plus en 2016. Le contexte est différent. Et je n'aimerais pas présentement être dans la peau de Donald Trump ou de son directeur de campagne. Je crois que tu avais fait un pari d'ailleurs aux élections de 2016. Personnellement, j'ai oublié. Personnellement, j'ai oublié. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. J'ai des problèmes de mémoire depuis 2016. Donc, je vais vous en parler davantage. On va fermer le livre là-dessus. Alors, écoutez, je sais qu'il reste encore beaucoup de questions, beaucoup de nature politique. Je vous invite à les garder et à être des nôtres la semaine prochaine, le 3 septembre prochain. On recevra donc un autre trio de grande tenue. On aura John Parizella qui, ma foi, se passe de présentation, qui interviewera donc David Jacobson, qui a été ambassadeur des États-Unis au Canada, et, comme je le disais tout à l'heure, Raymond Chrétien, qui a été ambassadeur du Canada aux États-Unis. Donc, le 3 septembre, la date n'est pas le fruit du hasard. C'est exactement 60 jours donc avant le scrutin. Alors, on espère que vous serez des nôtres. Et pour le mot de la fin, pour remercier nos invités, donc je cède la parole à Claude Gagnon, président groupe BMO Québec. Claude. Tu es sur mute, Claude, par contre. On m'entend, là? Parfait. Bon, OK. Je vais chanter différemment. Alors, merci beaucoup, Charles. Merci également à nos experts qui nous ont éclairés énormément là, sur notre fameuse entente, l'ACM. Même si on l'entend depuis le début des négociations, toujours intéressant de comprendre davantage. Moi, j'ai passé des heures avec Raymond Bachand à essayer de suivre et de comprendre. Puis encore là, vous m'apportez des points où c'est super intéressant de voir à quel point le tout est souvent très, très fragile ou sur une ligne. Merci également à René Vizina. Fait plaisir de te revoir. Merci de l'animation puis de ta participation. Et je veux juste rappeler à tous les participants que chez BMO, écoutez, on a des opérations qui sont au sud de la frontière. Comme le disaient nos spécialistes, c'est le lien avec les acteurs, les entrepreneurs, la communauté d'affaires qui va faire en sorte qu'on va être capable de garder un équilibre dans ça. Et avec nos représentants qui sont au sud de la frontière sous le nom de BMO Harris, et ça un peu partout du côté américain, bien, on est en mesure également de vous aider. Nos opérations se font de façon ce qu'on qualifie de seamless, totalement transparente avec le Canada. Fait que n'hésitez pas à faire appel à nous si on peut vous aider. Et encore une fois, merci à tous. Merci à la Chambre. Merci Charles. Puis au plaisir de vous voir tous. Excellent. Merci beaucoup, Claude. Alors, il est 13h14. C'est une beauté. Je vous remercie à tous les trois encore une fois. Et vous recevrez donc un lien avec les présentations de Raphaël Richard ainsi qu'un sondage d'appréciation. Alors, je vous invite à les remplir. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.